Madame, Monsieur, bonsoir. Cette édition d'information s'ouvre avec 2 minutes de retard. Nous nous en excusons. Ça y est, c'est fait. L'accord final du dialogue interguinéen a été signé ce mercredi. Un acte par lequel mouvance et opposition s'engagent à respecter les conclusions des pourparlers. Ce 5e accord politique met ainsi fin au dialogue entamé depuis plusieurs mois sous la recommandation du président de la République. Le point complet avec Mohamed Lamine Camara. Accord du 12 octobre 2016, c'est le nom du document issu du dialogue politique interguinéen. Cette série de signatures marque le clou final de 2 semaines de débats tendus mais constructifs auxquels les parties prenantes se sont investies. Ce relevé de conclusions comporte plusieurs points d'accord qui ont été acceptés par les négociateurs à travers un consensus. Les parties au dialogue observent que l'état actuel du fichier électoral permet son utilisation sans trop d'incidence pour les prochaines élections locales. Les parties au dialogue s'accordent pour les élections nationales à venir sur le recrutement par la CENI, sur la base d'un appel d'offres international, d'un cabinet pour réaliser un audit complet du fichier électoral afin de formuler des recommandations permettant d'assainir davantage le fichier et le rendre plus performant et consensuel. De l'organisation des élections communales. Le conseil de quartier ou de district soit composé au prorata des résultats obtenus dans les quartiers et districts par les listes de candidatures à l'élection communale. Le président du conseil de chaque quartier-district soit désigné par l'entité dont la liste est arrivée en tête dans le dit quartier ou district au scrutin communal. À cet effet, les parties au dialogue invitent l'Assemblée nationale à procéder en conséquence à la révision du code électoral lors de la session budgétaire 2016. Les parties au dialogue conviennent de reporter la tenue des élections communales au courant du mois de février 2017 pour permettre l'appropriation par les acteurs des nouvelles dispositions et leur mise en œuvre dans la sérénité. Pour la mise en œuvre de cet accord du 12 octobre 2016, les partis politiques s'engagent à jouer chacun sa partition. Nous savons tous qu'on ne peut absolument rien faire s'il n'y a pas la paix. Nous nous engageons, nous, à veiller au respect du contenu de ces accords. Nous voulons inviter ceux qui n'ont pas compris, l'ensemble des Guinéens, d'accompagner le président de la République et le chef de file de l'opposition qui se sont engagés pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Je remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a donné le coup d'envoi de ce dialogue. Et le chef de file de l'opposition, après une rencontre entre les deux, le dialogue a été organisé. Nous devons repartir, les Guinéens, la main dans la main. La classe politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes même pas des adversaires. Nous sommes des frères qui se battent pour le développement de notre pays. On n'a simplement pas le même programme. Chacun se bat pour appliquer son programme, ce qui est tout à fait normal. Et maintenant, mon souhait est que les décisions issues de ce dialogue doivent être exécutées par un comité de suivi capable. Satisfait des résultats du dialogue politique interguinéen, le Premier ministre, chef du gouvernement, a exprimé sa volonté de respecter et de faire respecter le contenu de ce document. Aujourd'hui, au regard des résultats obtenus au terme du dialogue, je suis heureux de constater que le message de Monsieur le Président de la République a été entendu, compris et accepté par la classe politique guinéenne pour le bonheur des populations, encore une fois, qui aspirent à la stabilité et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je me réjouis aussi du climat dans lequel
s'est déroulé le dialogue avec la participation active de toutes les parties prenantes, ponctué si heureusement par des accords positifs qui ont permis d'aboutir à l'accord politique consensuel que nous venons de signer d'ailleurs au cours de la présente cérémonie solennelle. Dorénavant, je puis vous assurer, au nom de Monsieur le Président de la République et du gouvernement, que je veillerai personnellement, en vertu de mes prérogatives constitutionnelles, rappelées à l'entame de mon propos, au respect scrupuleux des engagements convenus. À travers cette cérémonie de signature, l'espoir est permis de voir la mouvance présidentielle et l'opposition regarder dans la même direction pour le développement harmonieux de la Guinée. Hier, on vous annonçait cet événement. Ce matin, la question de la promotion des jeunes filles était au cœur d'une rencontre à la Blue Zone de Kaloum. Un événement au compte de la célébration de la journée mondiale consacrée à la jeune fille. Kerno Ousmane Diallo. C'est la ministre de l'Action sociale, ce jour de célébration de la journée internationale de la jeune fille. Victorieuse du concours Fitini Music Show, Teliba Elo Diallo va occuper momentanément le fauteuil de chef de département chargé de la promotion féminine avant son grand oral à la Blue Zone de Kaloum où l'attendent des centaines de jeunes filles. Au même moment, à Plan Guinée, Oumar Sadioba, élève en 12e année sciences mathématiques, arpente les escaliers de Plan International Guinée et prend les commandes pour quelques heures de l'institution. C'est ainsi que la Guinée célèbre cette journée dédiée à la jeune fille en stimulant la confiance en elle. À la Blue Zone de Kaloum, les messages sont portés par les jeunes filles, au premier rang desquelles la ministre de l'Action sociale du jour. À l'occasion de la journée internationale de la jeune fille et du lancement de la campagne nationale contre le mariage précoce, je voudrais au nom de mon gouvernement adresser à toutes les filles et aux femmes mes chaleureuses salutations. Je saisis cette opportunité pour transmettre les félicitations de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, à l'ensemble des adolescentes et des femmes de Guinée qui bénéficient aujourd'hui de l'attention de toute la communauté internationale. Célébrée pour la 5e fois depuis son adoption en 2011, la Journée internationale de la jeune fille est l'occasion pour les institutions chargées de promouvoir et de défendre les droits des jeunes filles de faire des plaidoyers pour améliorer les conditions de vie de cette couche sociale. Dans la peau des responsables de Plan Guinée, de l'UNFPA ou encore de MTN Areba, partenaire de l'événement, des jeunes filles vont défendre l'intérêt de porter plus d'attention à leurs intentions. Aujourd'hui, Plan International converge en un unique mouvement d'envergure internationale en faveur de l'égalité. Travaillons ensemble pour créer l'opportunité pour les filles de s'impliquer là où, traditionnellement, elles ne sont ni vues ni entendues, afin de témoigner du droit de chaque fille à avoir les mêmes chances que les garçons. Quelque part en Guinée, il y a des filles marginalisées et victimes de violences sexistes. Et pourtant, nous avons le droit à l'éducation, à la protection, à la santé et au progrès. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État au tourisme a rappelé toute la détermination du gouvernement à poursuivre la politique de promotion des droits des jeunes filles. La célébration de la Journée internationale de la jeune fille en Guinée marque aussi le début d'une campagne nationale première du genre contre les mariages précoces avec pour mot d'ordre « Je suis un enfant, pas une épouse, laissez-moi continuer mes études ». Et on enchaîne avec ce séminaire sur la communication parlementaire et les technologies de l'information. Objectif, renforcer les capacités des travailleurs parlementaires et des députés en technique de communication selon le programme Noria, un projet de la francophonie qui vise à améliorer les plans de communication des pays membres de l'Assemblée parlementaire. Abdoulaye Diallo. Communication parlementaire et technologie de l'information. Deux sujets en débat entre experts et travailleurs parlementaires. Résultat attendu,
identifier les éléments essentiels de communication et les contraintes inhérentes. C'est une centaine de participants qui vont suivre ces discussions. Pourquoi on a impliqué les députés? Parce que la presse a besoin du soutien de ces législateurs qui revoient un peu les réalités du pays pour se décider de notre sort. C'est une initiative du programme Noria, un projet de coopération de la francophonie qui recherche l'orientation de la qualité de production et la circulation de l'information parlementaire. De l'Assemblée en tant que telle, comment est-ce qu'elle va vers les citoyens, comment elle se fait connaître, est-ce que ces mécanismes sont pertinents, est-ce qu'il y a lieu de les améliorer, est-ce que les outils qu'elle utilise sont adaptés, est-ce qu'il faut s'ouvrir vers les réseaux sociaux, si oui, comment distinguer aussi la communication strictement partisane de la communication institutionnelle. Sur tous ces sujets, ils ont souhaité débattre. Nous sommes là pour leur apporter un panel de possibilités. C'est la première activité de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Guinée depuis sa réintégration au sein de cette institution internationale. Elle a pour objectif de présenter les enjeux de l'impact de la communication parlementaire, un devoir et un souci pour les autorités politiques et administratives. Ce séminaire vient à point nommé pour renforcer vos capacités au moment où la maîtrise de ces technologies est devenue indispensable pour une plus grande efficacité dans l'action. Au terme de cette rencontre de Conakry, le Parlement guinéen devrait s'approprier le contenu des résultats en vue d'améliorer son plan de communication conformément aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. 10 confrères désormais spécialisés dans le journalisme d'investigation. La formation a pris fin hier à Conakry. Cet appui du groupe Osiwa vise à rendre ces journalistes plus professionnels dans leur démarche quotidienne. Mamadou Saliouba. Ils sont 10 journalistes de la presse publique et privée à bénéficier de cette formation. Durant 2 semaines, ces hommes des médias ont appris les techniques d'investigation journalistique. Ce que j'ai appris, sincèrement, je crois que dans le temps, à l'avenir, j'ai en tout cas l'ambition de me tourner, de m'orienter vers ce secteur-là, parce que c'est vraiment important. Et où tout le temps, il y a des radios, il y a tellement de sites d'information en Guinée, les citoyens sont informés. Mais les vérités cachées là, ce n'est pas le reportage quotidien qu'on fait là qui va le démontrer. Justement, c'est le rôle du journaliste d'investigation. Je me réjouis du fait que l'AJDD a pu permettre à des collègues, à des amis, de pouvoir être dotés en technique d'investigation. Aujourd'hui, l'autre satisfaction, c'est que mes collègues sont en mesure de pouvoir gérer eux-mêmes leurs projets d'enquête et même de pouvoir partager leurs connaissances au sein de leurs rédactions respectives. Cette session est initiée par l'Association des journalistes pour le développement durable avec l'appui de Osiwa. Il ne suffit pas juste d'informer les citoyens, il faut les informer pour qu'ils puissent agir, pour qu'ils puissent amener ceux qui sont en tort à réparer ces torts. Donc la prochaine étape, c'est vraiment ça, c'est maintenant la pratique, c'est le terrain. Après la formation, maintenant on met en œuvre ce qu'on a appris et pour voir si on a bien maîtrisé les techniques pour essayer d'apporter des correctifs, de se renforcer pour pouvoir être opérationnel. Dans les médias du pays, nous traitons que du factuel. Et aujourd'hui, les médias sont en train d'évoluer avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et donc, il faut faire en sorte que, disons, le journaliste puisse aller au-delà. Et donc, en se mettant dans cette couverture d'investigation et en développant ce concept, je pense que le journaliste pourrait aujourd'hui beaucoup plus se faire valoriser pour donner des informations supplémentaires par rapport aux sujets, aux faits, événements que quotidiennement nous couvrons. L'investigation permet aux professionnels de l'information de mieux traiter certains sujets d'intérêt public. Santé, l'actualité, c'est cette affaire qui défraie la chronique. Une patiente est morte à l'hôpital Yansdine au cours de l'accouchement. Après la césarienne, il lui fallait des poches de sang, mais c'est la lourdeur médicale, selon la famille, qui lui aurait coûté la vie. Pointé du doigt dans cette affaire, le centre de transfusion sanguine a donné sa version des faits. Adia Toubari. Dimanche dernier, à 5 heures précises, Madame Yansane Fatoumata Sangaré perd la vie au service de maternité de l'hôpital Yansdine. La défunte
était enceinte de 8 mois. Elle a subi une intervention chirurgicale dans ce bloc opératoire pour sauver sa vie après la perte de son bébé. Mais quelques jours après la césarienne, l'état de santé de Fatoumata Sangaré s'est aggravé. Aux environs de 23 heures, le professeur Si m'a appelé. Si j'avais bonne mémoire, c'était autour de 23h30. Il m'a appelé pour me dire si j'étais au courant que l'état de la patiente c'était compliqué. C'est ainsi que je me suis mis en route. Arrivé ici, j'ai trouvé que la patiente était au bloc opératoire. Il y avait toute l'équipe de garde qui était regroupée autour d'elle. Donc elle avait tension 0, pouls 0. Donc elle était sous oxygénation. Arrivé, moi je suis allé à la pharmacie, payer les médicaments dont on avait besoin en urgence, là, le temps pour nous d'aller chercher du sang, parce qu'elle avait déjà besoin du sang. Mais entre-temps, avant que je n'arrive, la deuxième poche qui restait, elle était en train de passer. Il faut noter aussi que c'est une patiente qui a un groupe sanguin, un registre qui est rare, donc le registre négatif. L'anémie sévère est l'une des causes de l'état critique de la défunte Fatoumata Sangaré. Sans cesse, elle avait besoin d'une transfusion sanguine pour son traitement. Le mari accuse le Centre national de transfusion sanguine de lui avoir vendu 2 poches de sang à 500 000 francs guinéens. J'ai enterré ma femme, j'ai enterré mon enfant. Ce que je veux, c'est de lancer un appel au ministre de la Santé. En tout cas, au niveau de ces subordonnés, c'est de laisser faire. De la manière dont les femmes qui vont pour donner des vies vivent là-bas, de la manière dont ils s'occupent d'elles, c'est déplorable. Si une femme rentre aujourd'hui dans leur bloc là-bas pour leur césariser, tu n'as pas de l'argent, tu ne déposes pas 1 700 000, on ne te donne pas. On ne fera pas l'opération. Qui reconnaissent qu'ils ont été victimes de trafic de sang, je contribue toujours à leur faire rembourser. Ce matin, il y a eu 2 cas. Pour le cas de ce monsieur n'est jamais venu me voir. Je ne peux pas avoir les informations me permettant de faire mon enquête pour que on puisse lui restituer son argent. J'ai demandé à ceux qui viennent me voir, à ceux qui viennent pour qu'ensemble, parce que c'est lui qui a été victime, c'est lui qui peut dire, bon, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Cet autre cas de décès vient rallonger la liste de la mortalité maternelle dans le pays. Ceci en augmentant considérablement son taux en Guinée. La vue est égale à la vie, une équation que rappellent souvent les professionnels de la santé oculaire. Un chiffre, il va vous donner froid dans le dos. Plus de 100 000 cas de cécité sont recensés en Guinée. La célébration de la journée mondiale de la vue demain permet au ministre guinéen du département concerné de préciser qu'il s'agit d'une question de santé publique. Kerno Maroufba, Moussa Bangora. Les chiffres font peur. Toutes les 5 secondes, une personne perd la vue selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans le monde, plus de 7 millions de personnes sont touchées par la cécité. La Guinée fait partie des pays affectés par ce problème de santé publique. Le programme national de santé oculaire indique que le pays compte à ce jour 100 000 aveugles. La cataracte est l'une des principales causes de cécité. L'élimination de la maladie est une préoccupation du ministère de la Santé. La Journée mondiale de la vue est une initiative de Vision 2020 qui a pour mission d'éliminer les principales causes de cécité pour donner le droit à la vue à chaque être humain, en particulier aux millions de personnes menacées de cécité évitable ou atteintes de cécité curable. En effet, lancé à Genève en 1999, Vision 2020, le droit à la vue est un partenariat mondial sans précédent visant à éliminer les cécités évitables et curables d'ici l'an 2020. L'objectif principal de la Journée mondiale de la vue est de sensibiliser les autorités et les communautés à tous les niveaux au programme de Vision 2020, le droit à la vue. La santé oculaire universelle est le thème choisi
cette année pour célébrer la journée dans le monde. À l'occasion de cette journée, des consultations gratuites sont programmées en Guinée. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de santé oculaire et le service ophtalmologique de Conakry et de l'intérieur du pays, mettront ce jeudi 13 octobre 2016 à la disposition de la population des consultations gratuites et des soins à toutes les personnes souffrant d'un problème visuel. Notre pays a solennellement signé en octobre 2002 la Déclaration mondiale de soutien à Vision 2020 et nous continuerons à mettre tout en œuvre pour que ce document soit exploité à tous les niveaux dans l'intérêt supérieur de nos populations. La cécité est courante dans les zones rurales. Le dispositif sanitaire se renforce pour son éradication progressive dans notre pays. 5 milliards de dollars, une importante levée de fonds pour aménager un site industriel à Bouléré dans Sangaredi. Le groupe GAC veut y installer une usine d'alumine. Le choix de cette zone a permis de faire des études d'impact environnemental et social. Alpha Baldé. Sur ce site sera construite la plus grande usine d'alumine encore jamais réalisée en Guinée. Un projet de Guinée Alumina Corporation qui estime à 2,5 millions de tonnes par an la capacité de production de l'usine. Il y a des gros efforts qui ont été fournis par Guinée Alumina Corporation. Déjà, vous avez les travaux préliminaires qui ont été déjà effectués sur le site. Le terrassement est déjà fait. L'enfouissement d'un certain nombre, d'une quantité importante d'acier est déjà fini pour maintenir le sol, maintenir l'usine, même en cas de calamité naturelle. Pour l'aménagement du site, 2 villages ont été déplacés. À quelques kilomètres de là, les familles sont relocalisées dans des bâtiments modernes. Une école, un poste de santé sont construits pour les villageois, ainsi qu'un pont qui facilite la liaison entre les localités environnantes. Tout s'est bien passé. Il y a environ 8 ans, en commun accord avec la société, on a accepté de quitter. Si tu avais une maison, ils te récompensent avec une nouvelle maison, souvent plus grande que celle que tu avais. Quand quelqu'un t'enlève dans un banco et te loge dans une maison en dur, tu ne peux qu'être content. Guinée Alumina Corporation est l'une des sociétés minières du pays réputée pour son assistance aux communautés. Au lancement de l'usine en 2022, la société annonce la création de 10 000 emplois dans la région de Boké. La cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran pour la paix en Guinée, une initiative des ressortissants de la préfecture de Kissidougou, l'occasion pour eux d'organiser des sacrifices dédiés à l'érudit Maurice Souleymane Sissavané, cofondateur du village Mara. Commentaire, Moussa Bangora. Mara, village historique de Kissidougou, a accueilli du beau monde à la faveur de la 2e édition du Fidao de l'érudit Maurice Souleymane Sissavané. Une occasion pour les fidèles musulmans venus de divers horizons de prier pour la paix et la prospérité en Guinée, mais aussi pour renforcer le pacte de paix et de solidarité qui lie les 3 principales communautés de Kissidougou, notamment Faramaya, Frensola et Ntia, dont l'érudit Maurice Souleymane Sissavané est un des principaux acteurs aux côtés de Kissi, Silimani et Kumbafi Mouri. Au menu de ce Fidao, outre les prières, les fidèles ont assisté à des cérémonies de lecture du Saint-Coran et de sacrifices. Ils ont aussi retracé le parcours de l'érudit et magnifié le rôle de premier plan qu'il a joué dans le rayonnement de l'islam à Kissidougou et dans la région forestière. Santé toujours, santé encore, et cette nouvelle polyclinique implantée à Conakry, c'est Symphonia plus précisément, une façon de créer un centre sanitaire de proximité pour soulager les populations de cette localité, et pas seulement, la qualité de la prestation offerte devrait attirer plus de patients. Souleymane Kamara. Un nouvel hôpital pour les habitants de la banlieue de Conakry. Au quartier Symphonia T8, la polyclinique baptisée 3D veut offrir des soins de proximité aux populations.
Le défi du promoteur est de limiter les évacuations sanitaires dans le pays, mais aussi assurer la prise en charge rapide des urgences pour briser la distance des patients de cette zone des grands hôpitaux de la capitale, situés dans leur majorité au centre-ville de Kaloum. J'ai vu à l'étranger beaucoup de nos compatriotes guinéens qui partent se soigner à l'extérieur. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est des compatriotes qui payent cher et puis qui sont surfacturés et certains même sont arnaqués carrément. Ce centre hospitalier vient appuyer les structures sanitaires publiques, l'objectif étant de répondre aux besoins grandissants de la population en termes de soins de proximité, l'occasion pour les autorités sanitaires du pays d'encourager de telles initiatives. Le souci du ministère de la Santé, c'est de voir tout Guinéen en bon état. On ne peut pas être en bon état sans avoir les moyens. Et ces moyens-là, c'est ce que le secteur privé est en train de mettre actuellement en place. L'État a fait l'essentiel au niveau du public et il va continuer réellement à renforcer le public. Mais le privé a sa place. Sport enfin, handball, les travaux du 20e congrès électif de la Confédération africaine de handball. Ces travaux ont démarré cet après-midi à Conakry. Plus de 50 pays participent à ce congrès. Peu avant le début des assises, le président de la Confédération s'est exprimé sur les attentes de ce congrès. Il est au micro de Ibrahima Souri Fofana. Suivez. Un programme de travail avec le président de la Fédération guinéenne de handball. Je crois qu'on est à une étape du processus, du chantier qu'on a décidé de bâtir ensemble. La Guinée a souhaité abriter le congrès électif, la 20e, au cours duquel nous devons procéder au renouvellement des instances. Nous avons obligation de compte rendu à nos mandants. Donc, on est venu pour faire le bilan aux fédérations membres et saisir l'occasion, n'est-ce pas, pour procéder au renouvellement des instances. Je crois que nous avons très bien préparé ce congrès et que cela se passera dans la plus grande sérénité, sous l'œil vigilant du président de la Fédération internationale, qui foulera pour la première fois le sol guinéen. La Guinée s'est retrouvée candidat unique, donc le choix était très facile. Puisqu'on avait travaillé pour, le choix était très facile et j'ai saisi l'occasion pour l'en féliciter pour tout ce qu'il fait pour le handball guinéen et partant pour le handball africain. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.